Un reflet déformé, peu fiable, mais inébranlable. Une image quasi photographique à la fois de notre monde connu et qu'est-ce que c'est? C'est le monde inconnu. Merci Sturgios pour tout ton travail. Sturgios a cartographié chaque continent dans les moindres détails. Son travail est méticuleux. Il a cartographié les fuseaux horaires, les saisons, les trajectoires de vol et les distances. La première vraie carte de la Terre plate, et c'est de la plus haute importance, principalement en raison de la masse terrestre inconnue ici, que Sturgios a nommée Terra Vista, d'après la masse terrestre d'Abano Monte du même nom. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de cette Terre avant? Si la zone ici est notre monde connu, alors le monde est vraiment énorme. Mais attendez une minute, la présentation de Sturgios de notre monde connu, ici, cartographie les 5 principaux cercles de latitude. Nous voyons le cercle arctique, les tropiques, l'équateur et le cercle antarctique. Et Sturgios a cartographié le voyage concentrique du Soleil autour de ces cercles de latitude, cartographiant les saisons et les fuseaux horaires avec la plus grande précision et exactitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Soleil et la Lune ne peuvent pas parcourir la totalité des masses terrestres présentées ici, car cela prendrait trop de temps. Est-ce que cette masse terrestre n'a pas son propre Soleil? Ou peut-être que la Lune n'est pas une carte du vaste monde, après tout? Mais pas si vite. Nous devons passer un peu de temps à décomposer la découverte de Sturgios ici. Comment l'image de la face de la Lune a été et est formée? Quand a-t-elle été formée et pourquoi? Autant de questions auxquelles personne ne peut répondre. Personne ne le sait, à part les trompeurs des hautes sphères. Mais il y a beaucoup de choses cachées à la vue de tous, qui nous rapprochent un peu plus d'une meilleure compréhension de ce phénomène mystérieux. Tout d'abord, c'est la nature de cette image. C'est une image composite. Vous êtes témoin de plusieurs images simultanées lorsque vous regardez la face de la Lune. Et ces images s'apparentent à un type de photographie au rayon X. Et il est évident qu'il y a aussi beaucoup de distorsions et d'illusions optiques dans ces images. Personne ne peut expliquer comment cette image composite s'est formée, et personne n'a jamais donné de réponse satisfaisante à la question de savoir ce qu'est exactement la Lune, et ce à juste titre, car si c'était le cas, nous ne serions pas dans cette situation. Alors que la plupart des vues alternatives de la véritable nature de la Lune sont enracinées dans des théories absurdes, telles que celles imaginées par de nombreux trompeurs et garçons qui n'ont pas grandi et qui émettent l'idée que ce sont des extraterrestres qui ont créé la Lune et qu'il existe des bases souterraines au fond de ces cratères. Il y a cependant un homme qui a parlé de la Lune dans les années qui ont précédé la course à l'espace des années 60 et qui a offert une vision très sensée. En 1965, le professeur Foster a défié un complexe scientifique corrompu en déclarant que l'atterrissage sur la Lune était une impossibilité. Une impossibilité, selon lui, parce que la Lune est constituée de plasma et non de matière solide. Voilà ce qu'il a déclaré lors d'une interview. Quelle est votre théorie? Eh bien, c'est bien plus qu'une théorie. Il y a 10 ou 11 ans, j'ai déclaré à divers scientifiques que la Lune n'était pas un morceau de roche, mais du plasma. Un phénomène de plasma, un plasma cosmique, et que ce fait sera finalement confirmé. J'ai fait certaines prédictions qui ont déjà été confirmées en 1958, et la situation actuelle est proche d'une confirmation complète. Des règles scientifiques sont exprimées dans le monde entier maintenant que la Lune semble être d'une nature tout à fait différente de ce que l'on supposait. Les Américains et les Russes envisagent d'y faire atterrir des hommes. Oh bien, ça n'arrivera jamais, pas sur la Lune. Sur Mars, Vénus et d'autres planètes, oui, mais la Lune est définitivement, comme je l'affirme, un plasma. Comme la plupart de ceux qui s'expriment, Foster faisait très probablement partie de l'opposition contrôlée. Remarquez qu'il affirme qu'il est possible d'atterrir sur d'autres planètes, mais pas sur la Lune. Probablement que sa tâche consistait à introduire une demi-vérité selon laquelle la Lune est un phénomène de plasma, pour que ces affirmations soient, je cite, démystifiées et prouvées fausses, quelques années plus tard, après la mise en scène des alunissages. Toutefois, depuis l'affirmation de Foster, notre propre accès à la technologie au cours des dernières années nous a permis d'étudier la Lune de manière plus détaillée, et grâce à cela, nous voyons encore et encore des exemples variés de la Lune se comporter d'une manière qui démontre le mensonge selon lequel il s'agit d'une boule de roche. Nous voyons de nos propres yeux une Lune semi-transparente, soit la nuit, soit lorsqu'il fait encore jour. Nous voyons le ciel à travers la Lune. Il est même parfois possible de voir les étoiles directement à travers la Lune.
De nombreuses personnes ont démontré à plusieurs reprises que la lumière de la Lune est plus froide que l'ombre la nuit et qu'il ne peut donc pas s'agir d'une lumière solaire réfléchie car elle ne possède aucune chaleur résiduelle. Nous savons également que les objets sphériques ne reflètent pas la lumière. Selon les lois de la réflexion, la lumière se concentre en un point culminant et ne se reflète pas. On peut également observer de fréquents croissants de lune lorsque la Lune et le Soleil sont à proximité l'un de l'autre, ce qui signifie qu'il est impossible que le Soleil projette l'ombre de la Terre sur la Lune. Donc, si la Lune est un phénomène de plasma, comment a-t-elle pu se former en premier lieu? C'est dans l'appropriation et la diabolisation du symbole du svastika que nous trouvons des informations très intéressantes. L'existence d'une grande quantité de littérature historique et de symbolisme, suggérant l'ouverture d'un vortex au centre de notre monde, est trop répandue pour être une coïncidence. Nous avons déjà examiné une grande partie de ces éléments, mais étrangement, dans les années qui ont précédé et suivi la diabolisation et l'éradication complète de l'association du svastika avec le vortex, nous avons trouvé des informations supplémentaires concernant le vortex central qui sont étonnantes. Outre l'appropriation du svastika comme emblème, les nationaux-socialistes étaient également obsédés par un symbole très similaire, celui du soleil noir. Avant la montée du régime national-socialiste, il existait en Allemagne une société secrète occulte appelée la Société de Tulle, parfois prononcée alternativement Thulé, composée de sous-factions en son sein. L'une de ces sous-sociétés, nous dit-on, était la Société du Soleil Noir. Influencée par les Rosicruciens et d'autres groupes hermétiques, la Société de Thulé mettait l'accent sur la supériorité d'une prétendue race aryenne dotée de pouvoirs mystiques innés. La Société Thulé tirait son nom d'un pays mythique du Nord dans la légende grecque. Thulé était censé être un pays situé plus au nord. D'autres l'ont appelé Hyperborée. La Société de Thulé croyait, nous dit-on, qu'une race ancienne, les Aryens, avait colonisé notre Terre et qu'elle se trouvait au centre de notre Terre creuse. L'amiral Byrd, l'explorateur militaire de l'Antarctique, a également fait référence à une Terre creuse avec une entrée au pôle Nord. La Société de Thulé croyait également que le Soleil noir était une grosse boule de matière primaire qui existait au centre de la Terre et qui émanait des radiations sous forme d'énergie virile. Cette énergie porte de nombreux noms. Certains l'ont appelée Chi, lumière astrale, force sodique ou orgone. En 1933, le principal architecte de l'événement connu sous le nom d'Holocauste, Heinrich Himmler, acquit le château de Wewelsburg, un merveilleux morceau d'infrastructure et de technologie de l'Ancien Monde. Il a soi-disant remodelé le château, et ce faisant, a fait reproduire le symbole du soleil noir sur le sol en marbre, de ce qui est devenu la salle du général. Une grande partie de ce qui a fait surface concernant les sociétés secrètes allemandes avant et pendant le régime national-socialiste est une désinformation délibérée, soigneusement contrôlée dans le seul but de faire diversion et de diaboliser. La désinformation concernant ces sociétés a servi à alimenter le programme des ovnis et des extraterrestres que de nombreuses personnes, telles que Jordan Seifer, David Wilcock et Corey Goode, ont depuis lors adopté et promu. Ils font partie d'un programme d'opposition contrôlée. Ce sont des menteurs. L'unique intention de divulguer des informations sur les sociétés secrètes allemandes était d'associer le concept ridicule d'une race aryenne extraterrestre supérieure, existant dans le noyau nord de notre monde, ou s'ouvrant au centre, avec une dictature maniaque qui a entraîné un génocide horrible, ou en d'autres termes, de les faire paraître plus fous qu'ils ne l'étaient déjà. Les contrôleurs de notre monde ont dû s'approprier le svastika et éradiquer son association symbolique avec le vortex central électromagnétique et physique de la Terre. Et bien que je ne pense pas qu'il existe un soleil noir sous nos pieds, si cette notion semble absurde et farfelue, rappelez-vous simplement que la majorité de la population mondiale a déjà accepté l'idée qu'il y ait une sorte de sphère sombre sous leurs pieds, agissant comme une source d'énergie électromagnétique de notre monde. Le phénomène de l'héliocentrisme a convaincu tant de gens qu'à l'intérieur de leur petite boule bleue, il existe un noyau sphérique de fer solide à une température de plus de 5000 degrés, leur propre soleil noir. Il est intéressant de noter qu'ils ne représentent jamais ce noyau de fer avec les associations habituelles de couleur noire ou gris foncé des métaux dans leurs illustrations, bien qu'ils nous disent qu'il s'agit d'une sphère cristalline de fer solide. Autour du noyau de fer solide se trouve une couche extérieure de fer fondu. Et c'est à cause de ce fer liquide chaud, nous dit-on,
que la Terre a un champ magnétique torique. Et des millions de personnes ont accepté cette idée, ces diagrammes stupides qui ressemblent à des Satsuma, malgré le fait que la profondeur la plus importante qu'un humain ait jamais forée dans la Terre est de seulement 12 km. Le modèle héliocentrique doit reconnaître l'existence d'une source d'énergie interne, car elle est bien réelle et notre monde ne peut exister sans elle. Il est probable que la notion d'un soleil noir sous nos pieds soit une distraction supplémentaire, bien qu'elle ne soit pas aussi absurde que le modèle héliocentrique Satsuma. Nous y reviendrons plus tard. Ce qui est important maintenant, c'est que non seulement nous avons un autre exemple du concept d'un noyau noir au centre de notre royaume, et une autre référence à un vortex central et à une ouverture, mais nous avons aussi une référence à l'énergie, ou à ce que la société de Thulé appelait le vril, qui rayonne à partir de cette ouverture. Et si c'est vraiment le cas, alors nous avons un modèle théorique dans lequel la formation du Soleil et de la Lune est complètement logique. Ce que je vais essayer de transmettre maintenant est complexe et je ferai de mon mieux. Mais j'ai besoin que vous oubliez d'abord tous les modèles terrestres avec lesquels vous vous êtes familiarisés. Il se peut que les choses n'aient pas de sens au début, mais à la fin, elles en auront. Commençons par le monde et le firmament, puis par une ouverture centrale. Et maintenant, incorporons notre monde connu tel qu'il est décrit sur la Lune par Sturgios. Et enfin, ajoutons la source ou la bobine électromagnétique en dessous. Qu'il s'agisse d'une roche magnétique ou d'une bobine électromagnétique, la source du champ magnétique de notre monde est située au centre et sous nos pieds. Et toute source d'électromagnétisme intense produirait un fort rayonnement. Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais il est fort probable que le plasma concentré que nous appelons la Lune soit le résultat d'une forme unique de rayonnement, similaire au rayon X, qui émane de cette source via une ouverture ou un vortex. Des rayons X ou des faisceaux de radiation très puissants émaneraient, selon les lois de la physique, de ce vortex central en ligne droite divergente. Comme les rayons X, ils seraient également invisibles. Les faisceaux divergents continueraient jusqu'à entrer en contact avec le firmament lui-même. Les faisceaux de rayons X diffèrent des faisceaux lumineux et n'ont pas tendance à se réfléchir. Les rayons X sont comme une forme superpuissante de lumière, et comme leurs longueurs d'onde sont plus courtes que celles de la lumière ordinaire, cela signifie que leur fréquence est beaucoup plus élevée. Pour cette raison, les rayons X peuvent traverser des objets que la lumière ordinaire ne peut pas traverser, ce qui signifie que les rayons X ne sont pas facilement réfléchis. Il n'existe pas beaucoup de matériaux qui reflètent, diffusent, réfractent ou redirigent les rayons X. Et si je ne dis pas à proprement parler que les rayons X en sont la cause, toute forme de rayonnement puissant se comporterait de la même manière. Il existe des matériaux qui peuvent réfléchir les rayons à haute énergie, et c'est un homme nommé Lawrence Bragg qui, en 1913, a découvert que les structures cristallines reflètent les rayons X. C'est exact, des structures cristallines, un firmament cristallin. La réflexion de Bragg est utilisée par exemple pour focaliser la lumière monochromatique et il existe un dispositif appelé monochromateur qui utilise des miroirs cristallins incurvés pour réfléchir les rayons X afin de focaliser la lumière monochromatique. Les monochromateurs standards utilisent un prisme pour décomposer la lumière. Cette image est très familière et Wikipédia l'affiche pour que tout le monde puisse la voir. Elle est maintenant associée à un album de musique tristement célèbre. Quel est le titre de cet album ? Ils nous le disent. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Les faisceaux de radiation réfléchis par le firmament de cristal seraient probablement redirigés vers le bas, décentrés et dans l'ionosphère au-dessus de nos têtes. La même ionosphère dans laquelle l'énergie électromagnétique éthérée a été récoltée. C'est ici que les rayons convergeront et se concentreront pour générer le phénomène de plasma que nous appelons la Lune. L'idée que les rayons électromagnétiques se réfléchissent dans le firmament et convergent dans l'ionosphère peut sembler saugrenue, mais il existe de nombreuses expériences amateurs que vous pouvez réaliser vous-même afin de démontrer le pouvoir de concentration des rayons lumineux. Comme on le voit ici, les rayons du soleil réfléchis dans le miroir concave sont capables de produire une chaleur intense et d'allumer un feu. Les rayons lumineux réfléchis se concentrent en un point pour générer de l'énergie. Et n'oubliez pas que les faisceaux de rayonnement, comme les rayons X, sont beaucoup plus puissants que les rayons lumineux. Si la Lune est un point de plasma concentré et condensé, alors cela doit se produire dans l'une des couches de l'ionosphère au-dessus de nous. Tous les gaz nobles internes de notre ionosphère apparaissent dans différentes couches et à différentes altitudes.
Nous avons vu comment ils sont chargés par l'électromagnétisme du Soleil pour former le ciel de plasma. À une certaine altitude dans l'ionosphère, il y a deux couches de gaz de néon et d'hélium. Il est probable que le Soleil se forme de façon similaire à l'intérieur de ces couches. Après tout, l'hélium est linguistiquement très similaire à Hélios. Il est cependant probable que la Lune se forme au niveau d'altitude où le gaz krypton est présent. Le krypton est connu pour sa lumière blanche phosphorescente. Il est également utilisé pour créer du plasma non thermique ou froid, comme le démontrent les scientifiques contemporains qui développent ce domaine aujourd'hui. La raison principale pour laquelle la lumière de la Lune est froide et non chaude comme celle du Soleil n'est pas connue, mais elle est probablement due à une polarité produite par leur interaction avec notre champ électromagnétique dans l'ionosphère, la Lune étant le diélectrique de polarité négative par rapport à la charge positive du Soleil. Les cratères observés sur la Lune sont probablement dus à la génération de ce plasma. Il s'agit peut-être d'une sorte d'émulsion de plasma qui présente une sorte de dégazage ou de bouillonnement, comme on le voit avec les défauts de peinture à l'uréthane. Récemment, des théories bizarres ont émergé, selon lesquelles nous vivrions à l'intérieur de l'un de ces cratères sur la Lune. Ce n'est pas exact. La Lune est une sorte de plasma phosphorescent et concentré, et non un objet solide. Vous pouvez voir la formation de ce plasma et de ces cratères ici même. Ce n'est pas solide, c'est une lumière. Et c'est génial, car nous avons un modèle très réaliste et fonctionnel de la formation de la Lune. Ce que nous n'avons pas, en revanche, c'est une explication de la formation de l'image composite de sa surface. Comme je l'ai déjà dit, l'image que nous voyons sur la Lune ressemble à une photographie composite au rayon X de notre vaste monde. Il ne s'agit pas d'un reflet actif, mais plutôt d'un moment historique capturé dans le temps. Et bien sûr, personne ne sait comment il se forme, à l'exception de ceux qui se trouvent dans les hautes sphères. La Lune est un phénomène paradoxal, à la fois un luminaire volatile de plasma, dont la luminosité s'affaiblit, et une image immuable capturée à un moment donné, qui ne semble pas changer. Nous ne voyons jamais que cette image de la Lune, et elle ne change jamais. Cette image étrange et mystérieuse, qui a intrigué et inspiré des millions de personnes, pourrait être le résultat d'un phénomène organique naturel, ou peut-être même artificiel. Là encore, seuls les contrôleurs le savent. Le mot « photo » vient du grec « photos », qui signifie lumière, d'où des mots tels que photosynthèse, qui signifie la synthèse de la lumière dans laquelle les plantes récoltent l'énergie lumineuse et la convertissent en énergie chimique. Un photon est le quantum du champ électromagnétique, comprenant le rayonnement électromagnétique tel que la lumière. La notion selon laquelle l'imagerie photographique n'est pas un phénomène organique naturel est une énorme idée fausse. Cette assertion n'est pas correcte. Le mot photographie signifie dessin à la lumière. Le concept de matériau naturel sensible à la lumière est bien compris. Notre corps commence à s'assombrir lorsqu'il est exposé à trop de lumière solaire. En fonction de l'exposition aux UV, notre corps peut développer des lignes de bronzage. La lumière dessine littéralement sur nous. Certaines textures et certains textiles peuvent s'estomper ou remonter à la surface lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Et il existe des obturateurs naturels de caméra. Un obturateur naturel de caméra se produit lorsqu'un espace obscurci avec un trou permet aux rayons lumineux de pénétrer depuis l'extérieur de l'espace, ce qui entraîne la projection d'une image de l'espace extérieur à l'intérieur de la zone obscurcie. Nous pouvons même voir des images projetées d'une éclipse solaire ici, sur le sol, sous une canopée de feuilles, grâce au trou dans celle-ci. Cet obturateur naturel de l'appareil photo a bien sûr inspiré les premiers développements de la technologie photographique. Il est intéressant de noter que le gaz noble krypton, le même gaz présent dans notre ionosphère, est utilisé depuis des années, nous dit-on, comme composant intégral des flashs des appareils photo pour la photographie à grande vitesse. C'est également un composant essentiel des scanners IRM hyperpolarisés. Il est également possible que le visage de la Lune ne soit pas un phénomène naturel, mais le résultat d'une expérience. Les films photographiques et radiographiques sont créés par la fusion d'une émulsion de gélatine avec des cristaux d'argent microscopiques. Grâce à cela, l'exposition à la lumière permet de capturer une image latente invisible. Lors de l'exposition à la lumière, les cristaux d'halogénure d'argent atteignent une taille visible, et c'est ce qu'on appelle l'impression de l'image. L'argent microscopique était essentiel à la production d'images photographiques traditionnelles, sans quoi cette technologie n'aurait jamais vu le jour.
Il est intéressant de noter que, dans leur alignement des métaux nobles avec les corps astronomiques, les alchimistes ont désigné la Lune comme ayant le pouvoir sur le métal argent. La naissance de la photographie moderne a commencé en 1800, nous dit-on, lorsque l'oncle de Charles Darwin a essayé de capturer l'image produite par un appareil photo obscurcissant. Il a découvert qu'en enduisant du cuir blanc de nitrate d'argent, il était possible de capturer partiellement des images réelles. L'utilisation du nitrate d'argent a été développée par Louis Daguerre, qui a donné naissance au daguerréotype et à la photographie moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nitrate d'argent porte un autre nom. Ils l'ont appelé lunar caustique, en hommage à l'association entre la Lune et l'argent par les alchimistes. Il est également intéressant de noter que de nombreuses représentations maçonniques des alchimistes représentent le Soleil et la Lune sous forme de rayons réfléchis. Quelle coïncidence que les alchimistes, qui n'ont probablement pas existé comme on nous le dit, aient associé la Lune au métal même, sans lequel la photographie traditionnelle est impossible. Ce n'est pas une coïncidence. Les habitants de l'Ancien Monde savaient ce qu'était la Lune, et peut-être qu'une civilisation plus ancienne qui les a précédés, et qui était également technologiquement avancée, a contribué à rendre cette image sur la Lune. Ce n'est pas une notion si absurde, si l'on considère que nous expérimentons continuellement des choses à l'échelle cosmologique aujourd'hui. Mise en scène de faux lanceurs de fusées qui s'accrochent parfois au firmament, développement de soleils artificiels et certains démons en haut lieu essaient même de trouver des moyens d'obscurcir le soleil. Les humains ont toujours poussé leurs ambitions à l'extrême lorsqu'il s'agit des luminaires, et je ne vois pas pourquoi les civilisations avancées du passé auraient été différentes. Mais la façon dont ce phénomène d'image composite est apparu n'est pas important pour notre voyage. C'est ce qu'il nous montre qui est important. Et peut-être vaut-il mieux laisser la Lune enveloppée de mystère. Qu'il s'agisse d'une image photographique, radiographique, naturelle ou artificielle, l'important est sa nature composite. L'image que nous voyons ici est une combinaison d'au moins deux images fixes qui sont superposées l'une à l'autre. La première image que nous voyons, comme l'ont montré à maintes reprises les travaux révolutionnaires de Sturgios, est un contour squelettique des masses terrestres de notre monde, semblable à une radiographie et d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Dans cette image, nous voyons tous les continents que nous associons à la Terre, ou ce que l'on appelle plus justement le monde connu, représenté par les zones sombres de l'image, et nous voyons également de vastes étendues de terre et de continents que nous ne connaissons pas du tout. Sturgios a révélé que si vous traitez la Lune comme l'image miroir qu'elle est, et que vous retournez son image comme vous le feriez avec n'importe quel reflet, alors vous pouvez commencer à cartographier les masses terrestres connues avec une extrême précision. Et c'est exactement ce que Sturgios a fait, cartographier le monde connu capturé dans la Lune jusqu'à ses grands lacs et déserts. Les similitudes frappantes entre la masse continentale de notre monde connu et celle capturée sur la Lune sont bien trop exactes pour être une quelconque coïncidence. Nous l'avons sous les yeux tous les jours, littéralement. Il est probable que personne n'ait jamais fait le lien entre ces deux éléments avant, à cause de cette masse terrestre inconnue que Sturgios a nommée Lémurie. Et cette masse terrestre est très importante, car nous savons qu'elle n'existe plus. Les théories sur l'existence de la Lémurie en tant que continent perdu existent depuis le XIXe siècle, la plupart d'entre elles plaidant pour sa localisation quelque part autour de l'océan Indien. Ceux du XIXe siècle ont également parlé d'un autre continent perdu appelé Mu. Ils sont une seule et même chose. Les anciennes cartes de Mu situent la Terre exactement à l'endroit où elle se trouve sur la Lune. Et en 2007, Masaaki Kimura a découvert d'énormes structures, dont des pyramides, des châteaux et des routes, au fond de l'océan, quelque part au Japon, un endroit très similaire à celui où la Lémurie se trouve ici sur la Lune. Le continent a sombré il y a des années et cela est très utile, car cela signifie que cette image n'est pas une réflexion active, mais un moment capturé dans le temps avant que le continent ne sombre. La deuxième image, dont nous sommes simultanément témoins dans notre Lune, est celle du firmament lui-même. Oui, vous avez bien entendu, la Lune est la seule image officielle connue de notre firmament. La face de la Lune est une image composite, et nous devons séparer les images pour bien comprendre ce que nous voyons. Nous avons la masse terrestre du vaste monde, et il s'agit d'une image sous un certain angle. Puis nous avons une autre image sous un angle différent. Je ne peux qu'illustrer cela en vous le montrant.
Cette zone spécifique de la Lune est principalement ce qui donne au phénomène son apparence sphérique en 3D. Les menteurs héliocentriques aiment cette zone de la Lune, et ils l'ont utilisée comme une arme de tromperie contre nous. Ce n'est pas un cratère avec des rayons comme ils nous le disent. Regardez de plus près, regardez bien. Ce ne sont pas les marques d'un objet sphérique. C'est le sommet du firmament en dôme depuis l'intérieur du dôme. Regardez bien. C'est une image composite sur la Lune, présentant les deux images simultanément. Et ceci est l'intérieur d'un dôme hémisphérique. Et maintenant, vous voyez, si vous alignez le point d'apex central d'un dôme hémisphérique intérieur, alors cela devient tout à fait évident. Si vous effacez les lignes vectorielles restantes du dôme, alors cela devient vraiment évident. Et une fois que vous le voyez, il devient très difficile de ne plus le voir. Ce n'est pas une sphère, c'est une illusion d'optique. Ce sont les marques d'un dôme hémisphérique. Et c'est non seulement le sommet de la couronne intérieure du firmament, mais aussi un reflet du centre de notre monde. Cette zone de la Lune donne sa forme sphérique à cause des rayons qui en émanent. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une illusion d'optique. Les rayons sont en fait des nervures hémisphériques qui partent de la couronne du dôme. La zone au milieu de ces nervures n'est pas un cratère. C'est le vortex situé directement sous le point le plus haut du dôme. Les contrôleurs ont nommé cette zone Tycho. On nous dit que ce nom lui a été donné par l'astronome jésuite Giovanni Riccioli en 1651. Sans Tycho, les contrôleurs de notre monde auraient beaucoup de mal à convaincre des millions de personnes qu'elles vivent sur une boule tournante géante. Et comme pour tout le reste, ils ont utilisé Tycho pour cacher les choses à la vue de tous. Par exemple, un autre astronome maçonnique du XVIIe siècle, Pierre Gassendi, l'a appelé Umbilicus Lunaris, le nombril de la Lune. Ce qui est intéressant, car la mythologie nordique utilise le même simulacre du nombril pour décrire le Vegarmir, le tourbillon au centre de notre monde. L'Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke, l'un des romans de science-fiction les plus célèbres de tous les temps, présente un cratère sur la Lune nommé Tycho. Dans ce roman, les scientifiques constatent qu'un puissant champ magnétique émane du cratère et découvrent qu'il provient d'un monolithe cubique noir enterré à 50 mètres dans le cratère. Un monolithe noir, un rupes nigra, une roche noire magnétique. Si vous séparez les deux images, vous pouvez voir clairement qu'il s'agit en fait de deux images sous deux angles différents qui se sont en quelque sorte superposées l'une à l'autre. Nous ne voyons pas d'océan ou de masse d'eau capturée dans la première image, ce qui suggère qu'une sorte de rayonnement X est en jeu. C'est pour cette raison que nous ne voyons pas de vortex au centre de la première image. Et encore une fois, personne ne sait comment ces images ont été formées. Mais si une sorte de faisceau de rayonnement était responsable, alors la première image des masses terrestres de notre vaste monde a très probablement été capturée lorsque les rayons ont frappé le firmament, et lorsque ces rayons ont été réfléchis dans notre ionosphère et ont commencé à former la masse de plasma que nous appelons la Lune. Il est probable que la deuxième image a été capturée, et c'est l'image du firmament, de la structure existant au-dessus de nous. Et c'est pourquoi nous pouvons voir le contour de cette structure, les étoiles au-delà de cette structure et la réflexion du vortex, et d'autres grandes profondeurs en dessous. La Lune est un chef-d'œuvre de perspective déformée, une incarnation plasmatique de la théorie, ce qui est en haut est en bas. Et il va falloir beaucoup de travail et d'attention pour lisser cette distorsion afin d'essayer d'obtenir une image suffisamment fidèle pour créer une carte correcte du monde dans lequel nous vivons. Et parce que la Lune est une masse de plasma semblable à un disque, la première image de la Terre présente une certaine distorsion curviligne, et vous pouvez la voir ici sur les bords, alors que la Terre commence à se déformer et à s'enrouler légèrement. Un travail sérieux doit être effectué pour créer une projection plate de cette distorsion. Mais cela ne devrait pas être trop difficile, car la distorsion est minime sur ses bords. Et c'est pourquoi Sturgios peut cartographier les cercles de latitude, les saisons et les fuseaux horaires avec une grande précision. Une carte sans distorsion pourrait ressembler à ceci. Mais des questions importantes demeurent. Si le vortex central est absent de l'image de la Terre sur la Lune, alors pourquoi Sturgios a-t-il tracé la Terre que nous supposons être l'hyperborée ici, et qui n'est pas au centre? Et qu'en est-il de toutes ces autres terres? Le Soleil et la Lune ne peuvent pas voyager au-dessus de toutes ces terres, car il leur faudrait plus de 24 heures pour en faire le tour, et nous connaissons les trajectoires du Soleil et de la Lune.
Et la grande question, celle que vous voulez désespérément poser depuis que vous avez découvert la seule carte que nous ayons. Où est le mur de glace dont vous, les platistes, parlez sans cesse? Commençons par l'hyperborée. Et c'est ici que de nombreux platistes peuvent éprouver une dissonance cognitive. Bien que Sturgios ait tracé l'hyperborée ici, il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse de la véritable hyperborée. Il y a beaucoup de masses terrestres différentes dans cette région, et nous ne pouvons pas en être sûrs. Cela me fait mal de dire que l'hyperborée n'existe peut-être pas comme nous l'avons cru. L'hyperborée de Makita est probablement l'œuvre des maçons pour nous écarter du vrai chemin. Et c'est ce à quoi sert notre objectif, n'est-ce pas? Creuser pour trouver la vérité est une entreprise difficile et en creusant plus profondément, nous nous rendons compte que les artefacts que nous avons découverts auparavant ne sont peut-être pas aussi utiles ou importants que nous le pensions au départ. Nous nous trompons tous, mais restez avec moi. Pas besoin de désespérer pour le moment. Il est très intéressant que la carte d'Abano Monte ait été ajoutée à la collection de cartes de l'Université de Stanford et mise à la disposition du public en 2017, la même année où la Terre plate gagnait considérablement en popularité et où les gens commençaient à se réveiller. Il est aussi intéressant qu'elle ait été disposée comme une planosphère. Les énormes feuilles individuelles de cette carte étaient initialement disposées comme une projection d'Atlas, mais David Ramsey a acheté une carte en 2016 et l'équipe s'est mise au travail en scannant chaque feuille individuellement et en les traitant numériquement pour les enrouler autour d'une sphère. Peut-être que la publication de la merveilleuse carte de Monte était une tentative de faire croire aux platistes qu'Hyperborée était située au pôle Nord et de convaincre les dubitatifs qui ne s'étaient pas encore vraiment réveillés. Un acte très subtil de manipulation. Mais pourquoi voudrait-il que les platistes restent fixés sur l'Hyperborée? J'ai quelques idées concernant l'Hyperborée, mais d'abord nous devons nous tourner vers les